Bonsoir à tous, il est 18h30 et quelques poussières, on a pris un peu de retard, désolé, c'est du direct, c'est du vrai direct, c'est le deuxième JTR. Félicien. C'est quoi cette histoire? Non, excuse-moi, parce que j'ai entendu parler qu'aujourd'hui il y avait Élise Lucet qui venait. Ouais, il y a Élise qui vient dans quelques instants sur le plateau. Je suis un grand fan, ça t'embête si je fais l'émission avec toi? Non, allez, c'est super, allez, c'est génial, je suis super content. On le fait ensemble alors du coup? Le JTR. Alors allons-y. C'est le JTR, l'info des vivants qui veulent le rester. Voilà, c'est un petit peu le branle-bas de combat ici dans les studios des Parasites pour ce deuxième JTR. C'est du vrai direct, on est presque complètement prêt. Et on va dire qu'on est prêt même. On est même complètement prêt, d'ailleurs on n'a pas le choix. Il manque un verre d'eau, Oui, peut-être le verre d'eau. des émissions, il faut un verre d'eau. Ça, c'est peut-être pas bête. Et c'est l'occasion pour moi, du coup, de vous parler rapidement du thème et des différents intervenants de la soirée dans cette soirée JTR, finalement, puisque nous allons un petit peu réaménager les choses. Le JTR se disposera en deux parties distinctes. D'abord l'émission que vous regardez maintenant, et puis un plus grand débat qui permettra à ceux qui ont vraiment envie d'aller au fond des choses de passer encore un bout de soirée avec nous. Alors, le thème qui a été retenu par notre excellente rédaction pour ce deuxième JTR, c'est « La croissance verte peut-elle nous sauver ?» Très bonne question. Vaste question qui répondront peut-être aussi à certains de nos détracteurs, on verra ça. Nous aurons l'occasion d'en discuter très rapidement. Quand je dis très rapidement, on prendra le temps, mais dans quelques instants. Avec Élise. Élise. La promise de Nicolas, qui a d'ailleurs proposé, ça c'est un petit scoop, d'être la marraine de notre émission. Donc grand merci à Élise Lucet d'avoir été là, d'être là avec nous pour ce deuxième JTR et pour parler de ce thème de la croissance verte. Nous aurons aussi plus tard donc ce fameux débat entre Maxime Combes, économiste, et Fabrice Flippo, qui lui est un philosophe, et ils seront cuisinés donc un peu plus longuement par nos amis de La Relève et la Peste, Laurie Debove, également Ludo d'Osons Causer et Axel Latuada, des Tout le monde s'en fout. Des gens charmants. Des gens qu'on aime beaucoup, et d'ailleurs nous sommes un peu une petite famille comme ça qui se déploie en direct maintenant une fois par mois pour ce JTR, l'info des vivants qui veulent rester. Avant de retrouver tout de suite Lenny Cherino de Professeur Feuillage pour la Revue du Ciel, je vous rappelle que ce JTR est aussi collaboratif. En plus d'être indépendant et alternatif, il est collaboratif. Et ça, c'est sympa. Et c'est sympa, parce que partager, c'est sympa. Ça tout le monde le sait. Et ce sera grâce à Vincent Verza qui est d'ailleurs... en plus en ce moment en train de voleter au-dessus de nos têtes dans sa station spéciale, comme à son habitude, et qui fera donc remonter vos questions un peu partout. Vous pouvez poser des questions sur les différents streams Facebook et YouTube. Posez des questions aux invités, Vincent les sélectionnera et nous en parlera grâce à sa station spéciale internationale. N'hésitez pas d'ailleurs à déjà nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez, ça nous intéresse de savoir un peu dans quoi... Où êtes-vous? Que faites-vous avec nous, finalement? Et avec qui, éventuellement? On peut le savoir. On peut le savoir, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Et on va tout de suite se lancer avec le flash qui est pour vocation de recenser les faits d'actualité importants pour l'écologie du mois écoulé. C'est la Revue du Ciel avec Lenny Cherino. Reprenons là où nous nous étions salués. Le 12 septembre dernier, parallèlement à la diffusion de notre premier JTR, un appel pour l'interdiction des pesticides de synthèse était lancé sous le nom fleuri de l'appel des coquelicots. Depuis, un florilège de signatures et de rassemblements ont éclos un peu partout en France, témoignant une fois de plus, et comme Laurent vous le dit, du pouvoir des fleurs. Et pendant que certains appellent à nous rendre nos coquelicots et nos bleuets, à nous rendre la beauté du monde, d'autres refusent encore et toujours d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. C'était dans la nuit du 14 au 15 septembre dernier à l'Assemblée nationale et cela s'est joué à 4 petites voix près. Une majorité des députés français issus principalement de la République En Marche du président Macron a décidé de rejeter l'amendement pour l'interdiction du glyphosate, cet herbicide dangereux pour notre santé et pour l'environnement. Et ce n'est pas aux habitants de l'Ariège qu'il faut le démontrer. Une soixantaine d'entre eux ayant retrouvé dans leur urine 14 fois la dose de glyphosate autorisée dans l'eau potable vont porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils pourraient être suivis par 250 autres citoyens. D'où l'urgence de mettre l'accent sur les céréales, les fruits et les légumes afin de sortir l'agriculture européenne des pesticides et de réduire son impact sur le changement climatique. Le changement climatique marqué par cet ovni climatologique couvrant la période avril-août 2018. 5 mois pendant lesquels l'Europe a enregistré une augmentation de plus 2,43 degrés par rapport à la moyenne entre 1910 et 2000, signant par la même occasion un nouveau record inquiétant.
Un record inquiétant qui coïncide avec une situation jamais observée depuis les premiers relevés de température au sommet du pic du Midi, où il n'a pas gelé pendant, accrochez-vous, plus de 100 jours, 108 jours exactement. Un pic, que dis-je, du jamais vu selon Météo France qui estime que c'est assurément lié au réchauffement climatique. Côté suisse, c'est l'accélération de la disparition de la neige qui inquiète, d'autant plus qu'elle touche les plateaux comme les plus hauts sommets. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Genève et révélée fin septembre indique que les zones sur lesquelles on pouvait trouver les neiges éternelles s'est réduite de 2100 km², soit 20 fois la superficie de Paris. La disparition de la neige qui s'accélère en Suisse, tout comme le nombre d'ouragans meurtriers dans le bassin atlantique, où les 5 ouragans les plus coûteux de l'histoire sont tous postérieurs à 2005. Récemment encore, la tempête Florence a coûté la vie à au moins 17 personnes sur la côte est des États-Unis. Les États-Unis qui viennent de conclure un nouvel accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, principaux hic, l'absence de référence à l'accord de Paris et au changement climatique. Et l'herbe n'est pas beaucoup plus verte chez nous en Europe. 3 ans après le scandale du Dieselgate, un rapport révèle que plus de 40 millions de véhicules carburant au diesel sale sont toujours en circulation dans l'Union européenne. La palme du plus grand nombre de voitures polluantes revient à, roulement de tambour, la France. Elle devance l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. En Belgique et plus précisément en Wallonie, une vaste opération menée par Greenpeace montre que 7 citadins sur 10 respirent un air malsain. De quoi appuyer un peu plus encore l'intérêt de journées comme la journée sans voiture. Rien qu'à Bruxelles, elle a permis d'améliorer la qualité de l'air de 30% par rapport à une journée ordinaire. Et pour compléter ce chapitre pollution de l'air, vous avez peut-être appris que l'État français était à nouveau poursuivi devant le Conseil d'État par des associations. Ces dernières réclament à l'État une astreinte journalière de 100 000 € afin de le forcer à respecter ses engagements pris il y a plus d'1 an pour améliorer la qualité de l'air. Et il n'y a pas que la qualité de l'air qui est précaire. L'accès à une alimentation saine l'est également. C'est du moins ce qui ressort du dernier baromètre Ipsos Secours Populaire, selon lequel 1 Français sur 5 déclare ne pas pouvoir s'offrir une alimentation saine. Sans surprise, c'est dans les foyers les plus modestes que cette tendance est la plus marquée, avec entre autres des difficultés à payer la cantine des enfants et à se procurer une alimentation variée. En effet, Lenny, et ce ne sont pas certains industriels de l'agroalimentaire qui vont aider les personnes plus précaires à mieux se nourrir. Pouvez-vous me dire quel est le point commun entre les viennois chocolat de Nestlé, le tiramisu de Carrefour ou encore l'orangina rouge ? Tous ces produits de grande consommation contiennent la présence d'animaux cachés. C'est ce qu'a récemment dénoncé l'ONG Foodwatch qui pointe un étiquetage trop souvent obscur, voire partiel. Plusieurs marques utilisent par exemple de la gélatine sans préciser son origine. Provient-elle de bovins ou de cochons ? Bonne question. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la consommation de viande diminue en France. Elle a baissé de 12% au cours des 10 dernières années selon une étude relayée il y a peu par notre partenaire La Relève et la Peste. Étude qui montre que les moins concernés par cette évolution sont les jeunes de 18 à 24 ans en raison de leur consommation importante de plats transformés comme les pizzas, les hamburgers et les sandwichs. Ouf, vous n'avez pas parlé de frites, qui s'annoncent de plus en plus petites en raison d'un manque de pluie en Belgique. D'un manque de pluie en Belgique, des frites plus petites en Belgique. En même temps, il faut peut-être mieux de petites qui frétillent que de grosses qui roupillent. Hein, Nico ? Nicolas Mérieux pour la séquence On n'oublie pas. Écoutez Lenny, je suis ravi que vous parliez de ma frite devant tout le monde. On n'oublie pas que le mouvement Low Carbon City a mobilisé plus de 3700 personnes pour son 3e forum à Paris. Des gens réunis pour sensibiliser, échanger et créer une ville plus verte. Bref, des gens bien. On n'oublie pas que pour la première fois dans l'histoire du monde de l'humanité mondiale, à cause de la fonte des glaces, un porte-conteneur a pu relier Saint-Pétersbourg à une autre ville à l'opposé dans la Russie, hein, parce qu'il n'y a plus de glace, donc les bateaux ils longent la côte sibérienne. C'est génial. On n'oublie pas que le géant pétrolier Chevron, pourtant condamné à payer près de 10 milliards d'euros pour avoir commis l'une des plus grandes pollutions pétrolières en Amazonie, ne devra finalement payer rien du tout. Voilà, rien du tout, parce qu'en fait, la sentence elle a été annulée par un tribunal international privé. Privé de quoi, je ne sais pas, puisque tout leur est permis. On n'oublie pas que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté, je cite, la Déclaration des droits des paysans et autres travailleurs en zone rurale. Alors même si l'engagement des pays européens est un peu timide, ne boudons pas notre plaisir, ce vote est un succès pour près d'1 milliard de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs et autres travailleurs agricoles. Après, bon, ça veut pas dire qu'il faut continuer à manger de la viande.
On n'oublie pas que Business Europe, le lobby des multinationales européennes, a une stratégie secrète pour freiner les ambitions européennes sur le climat. Cette même Europe qui a décidé de revoir à la baisse ses ambitions climatiques pour l'horizon 2030, il y a des baffes qui se perdent. On n'oublie pas le nouveau rapport du GIEC qui nous alarme une dernière fois avant une crise irréversible. Le monde entier doit engager des changements drastiques, sinon ça pue du cul pour la race humaine, c'est moi qui vous le dis. Et on n'oubliera jamais Stephen, militant décédé le 19 septembre dans la forêt de Hambach. Le drame s'est produit lorsque 3500 policiers intervenaient à grand renfort d'hélicos pour évacuer quelques 150 militants de la ZAD qui luttent pour empêcher l'extinction d'une mine à charbon géante en Allemagne. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette très belle séquence. C'était un plaisir. Et merci évidemment à Lénie pour la revue du ciel, ainsi qu'à Arnaud Huck et à Ayrton Heymans pour avoir monté ces deux séquences de très haute tenue. Le téléphone sonne. Ah, déjà. Et alors, quelle nouvelle, Vincent? Eh ben, d'excellentes nouvelles. Il y a toujours autant de monde qui suivent le live sur les dizaines de plateformes sur lesquelles on est diffusé actuellement. Plein de réactions déjà au sujet sur le glyphosate, sur la biodiversité. On sent que ça avance et les gens nous regardent littéralement de partout, de Vesoul, de Niort. Il y en a qui font des raclettes. Bonjour à la personne qui fait des raclettes. Voilà, et je me réjouis, je vais continuer à réceptionner toutes les questions, les trier et les faire remonter à vous les studios. Excellent. Merci beaucoup Vincent. Et puis je vous propose d'attaquer les hostilités avec le premier thème de cette émission. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Mais allons-y, mais moi je te suis gaiement. partout, tu sais bien. Le GIEC a publié son dernier rapport en début de semaine, ça n'a échappé à personne, dans lequel il préconise un changement de système radical en prenant en compte cet objectif. La croissance verte n'est-elle pas utopiste? La croissance verte peut-elle vraiment nous sauver? Nous allons en parler tout de suite avec Élise Lucet. C'est parti. La croissance verte peut-elle vraiment nous sauver? La croissance verte a été lancée par de nombreux économistes et politiques de tous bords comme réponse à la crise de 2008. Depuis 10 ans, ce concept nous fait miroiter un avenir plus durable tout en continuant à promouvoir la croissance économique. Mais est-ce bien réaliste? Ces défenseurs promettent de limiter les impacts environnementaux de la croissance économique grâce à des modes de consommation et de production respectueux de l'environnement. Et tout ça en baissant la pauvreté et en facilitant l'accès à la santé et à l'emploi. Si c'est pas magnifique! Mais l'idée de croissance verte est-elle vraiment pertinente si elle ne prend pas en compte les limites physiques de notre planète? Peut-on se permettre de produire encore et toujours plus au nom de la fameuse croissance alors que le monde suffoque déjà? Kenneth Boulding, président de l'American Economic Association, disait que celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Ajouter l'adjectif vert derrière le mot croissance suffit-il à en faire un programme économique durable? Ou n'est-ce qu'un simple greenwashing qui camoufle un système obsolète? Il proposerait alors des solutions superficielles et de fausses bonnes idées court-termistes, sans vraiment remettre en question notre modèle économique. Finalement, la croissance verte, en nous vendant « Make our planet great again », n'est-elle pas qu'une façon de continuer le business as usual? En nous faisant croire que l'on peut sauver le monde avec le même système capitaliste qui est en train de le détruire, le profit ou le climat faut-il nécessairement choisir? On va creuser ces questions sans plus attendre avec nos invités. À vous le JTR. Et pour en parler ce soir sur le plateau du JTR, nous avons le plaisir d'accueillir Élise Lucet. Bonsoir Élise. Bonsoir Félicien, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Eh ben, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir d'être ici. On vous connaît évidemment pour le travail impressionnant que vous fournissez avec vos équipes sur les émissions Cache Investigation et Envoyé Spécial. Ouais, impressionnant c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas on essaie de bosser. Oh, ben, j'essaye d'installer le débat, on va dire, sous les meilleurs auspices. Mais justement... Il faillote en fait. Je frotte la manche. Mais vous qui connaissez bien justement le monde merveilleux des affaires, qui avez l'habitude de côtoyer ces multinationales au quotidien, et vous connaissez un peu bien, vous connaissez bien maintenant leurs mœurs et leurs coutumes, on va dire, pour certaines d'entre elles. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée de croissance verte? Est-ce qu'il est moralement concevable de confier la reconstruction du monde à ceux qui sont déjà en train de le détruire? C'est une vraie question. En tout cas, il va falloir qu'on réfléchisse à la manière dont on a envie que le monde évolue, et ensuite à qui on confie ça. Évidemment, c'est pas nous qui allons décider, parce qu'il faut être un peu conscient et un peu modeste.
Nous, ce qu'on peut dire déjà très clairement, c'est que en faisant des émissions comme Cache Investigation, mon envoyé spécial, ce qu'on essaie de démontrer et de montrer, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui ont fabriqué, qui ont montré, qui ont publié des chartes. Ces chartes sont très claires sur la manière dont il faut respecter, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale, la RSE. Donc elles sont très précises sur la manière dont il faut respecter l'environnement, dont ils vont faire beaucoup plus de recyclage, dont à un moment ils vont s'engager dans des gestes environnementaux. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe réellement à l'intérieur des entreprises, parfois c'est vrai. Bravo, super, formidable. Parfois, c'est faux. C'est faux, et c'est faux par manque de vérification. Et là où le bas blesse, c'est que, si vous voulez, quand on va, nous, face à une entreprise comme Zara, comme Monoprix, enfin des très grosses entreprises comme McDonald's, comme Total, nous, avec notre simple équipe de 15 journalistes, prouver des choses que l'entreprise elle-même n'a pas pu vérifier, il y a un problème. On a beaucoup moins de moyens que ces entreprises. Ils devraient eux-mêmes vérifier toute leur chaîne de sous-traitants, vérifier la manière dont ils travaillent. Ils ne le font pas assez ou ils ne veulent pas le faire assez. En revanche, quand il s'agit de publier des chartes pour les consommateurs ou pour les politiques, là, ils sont toujours les premiers à le faire. Et non seulement l'entreprise, mais aussi les dispositions politiques qui sont déjà mises en place pour justement contrôler l'action de ces différents acteurs économiques, souvent sont un peu derrière, sont un peu à la traîne. En retard, en fait. Moi, je trouve que, encore une fois, quand nous, on travaille 1 an sur chaque enquête. 1 an, ça veut dire que c'est un journaliste, évidemment les rédacteurs en chef de Cache et moi, pour envoyer spécial, c'est 4 mois, et on arrive à prouver des choses en quelques mois ou en quelques semaines que les entreprises auraient dû dénicher, et vous avez raison que les organismes de contrôle auraient dû tout de suite voir et dire « Attendez, ça va pas, vous ne respectez ou pas du tout la loi », ça c'est les organismes de contrôle, ou pas du tout la charte de l'entreprise, ça c'est l'entreprise. Or, très souvent, quand on arrive dans le bureau d'un PDG, moi, quand je fais des interviews, je suis effarée par le nombre de fois où on m'a répondu « mais vous me l'apprenez ». Et là, ça va pas. C'est sincère, vous pensez ? C'est parfois sincère et parfois beaucoup moins. Moi, quand j'entends ça, je suis limite en train de me demander s'il ne faut pas mettre une Élise Lucet au cul de chaque multinationale. Tout le temps, 24 heures sur 24, tu vois. Enfin, c'est quand même incroyable d'entendre ça. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a su, à plusieurs reprises, que depuis que l'émission existait, il y avait des entreprises qui avaient convoqué vraiment tous leurs services qui sont en charge de la responsabilité sociale et environnementale et qui leur avaient dit « Non, mais les gars, maintenant, là, vous me contrôlez tout aux petits oignons. Parce que si on a Élise Lucet et Cache Investigation qui débarquent, ça va être une catastrophe pour notre boîte et pour l'image de notre boîte et donc pour les profits et pour les bénéfices. » Et donc, effectivement, il y a des sociétés qui vraiment se contrôlent maintenant de manière beaucoup plus efficace, peut-être à cause ou grâce à nous. Alors après, il faut rester très modeste. Il y a aussi d'autres gens qui sont actifs. Il y a des militants, il y a des consommateurs, il y a plein d'autres gens qui se mobilisent. Il y a des youtubeurs. Et je pense que cette pression-là, globale, qui va être une pression citoyenne, une pression parfois politique, parfois militante, parfois de gens comme vous, elle fait que petit à petit, les entreprises se disent ah, on ne peut pas écrire n'importe quoi et ne pas respecter ce qu'on a écrit. Ça ne marche plus. Et alors, bien sûr, il ne faut pas être utopiste et idéaliste non plus. Il y a encore beaucoup de boulot, mais on sent qu'ils comprennent qu'il y a un contrôle différent que celui des organismes de contrôle officiels. Ils le comprennent et en même temps, ça ne leur empêche pas de faire des petites stratégies secrètes, comme on a vu le petit papier de Business Europe, où ils disent sur le papier non, non, mais les accords, le climat, oui, oui, oui. Et puis bon, en fait, pas forcément oui. S'ils peuvent nous la mettre à l'envers, ils nous la mettent à l'envers. Oui, ce qui est très intéressant, si vous voulez, nous on a vu ce schéma-là au travers de plusieurs émissions. Dans une de nos dernières émissions sur le plastique, on le voit bien avec un géant qui s'appelle Coca-Cola. C'est-à-dire que Coca-Cola, d'abord passe du verre au plastique dans les années 70, alors qu'un chercheur leur a fourni un super rapport. Il a travaillé pendant 1 an pour leur montrer que c'était une bêtise au niveau environnemental, c'était même une catastrophe. Voilà, parce que le verre est recyclable à l'infini. Le plastique, à l'époque, l'était très peu et ne l'est toujours pas à l'infini. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a tendance à dire, oui, bien sûr, le plastique se recycle à l'infini. Non, c'est faux, c'est archi faux. C'est pas vrai. Et on voit bien au travers de l'enquête de Sandrine Rigaud qu'elle a menée pour Cache Investigation que pendant des décennies, Coca-Cola a affiché des objectifs de recyclage de bouteilles en plastique. D'abord est passé au plastique et continue à le faire, y compris dans des pays où la filière verre marchait très bien.
mais affiche des objectifs de recyclage plastique. Et dans le même temps, au niveau européen, on s'est procuré un document secret où on voit très bien que dans ce qu'ils appellent les fight back, donc ça veut dire les lois sur lesquelles il faut contre-attaquer, il y a l'augmentation des capacités de recyclage, il y a la consigne, il y a tout ça. Donc alors ils se battent aujourd'hui, contre ce qu'ils affichent dans leur politique de développement durable. Exactement. Alors le numéro 2 de Coca-Cola qui a accepté de répondre à nos questions, donc il faut le saluer quand même, parce que lui, il est venu. Il y en a qui fuient, il y en a qui ne répondent pas. Sans penser peut-être que vous étiez si bien informé et que vous aviez ces documents. Si, il avait visionné 4 caches investigations et je peux vous dire que ses équipes de communication l'avaient absolument prévenu. Il savait très très bien ce que c'était. Mais il nous a affirmé, mais c'est terminé, ça c'était notre politique d'il y a 2 ans, c'est fini, maintenant on est vraiment à fond engagé là-dedans. À nous de vérifier d'ici 2 ans ou 3 ans ou 4 ans que c'est vraiment la réalité. Moi, j'ai des doutes. Vu la manière dont Coca-Cola a agi pendant des décennies, j'ai des doutes. Alors, notre téléphone sonne. Vincent, quelle nouvelle? Eh bien, j'ai pris un peu de hauteur pour vous apporter une question. C'est la suivante. Effectivement, avec le travail de Cache Investigation, on voit que ça met un coup de projecteur, effectivement, sur ces entreprises et qu'elles essaient de se contrôler davantage, y compris, comme vient de le dire Élise, en amont pour éviter d'être mis en faute. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si elles se contrôlent, c'est à la marge, mais elles ne remettent jamais en question leur modèle économique. Or, c'est ce modèle économique du toujours plus de bouteilles Coca-Cola qui nous emmène vers 3 degrés d'augmentation de la température terrestre, comme a pu le montrer le dernier rapport du GIEC. Alors voilà, la question reste posée. La croissance verte peut-elle nous sauver? Car c'est vraiment cette croissance verte que nous mettent en avant des entreprises comme Coca-Cola avec un modèle de recyclage de leurs bouteilles sans remettre en question le fait de fabriquer toujours plus de bouteilles qui utilisent du plastique. Merci Vincent. Donc oui, la question du changement de paradigme finalement. Est-ce qu'on peut adapter la croissance, le capitalisme, ou est-ce qu'il faut faire complètement autre chose? C'est ça qui est intéressant, parce que pourquoi il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour la consigne, c'est que c'est Greenpeace qui disait Coca-Cola, ils vendent du coca, mais ils vendent surtout du plastique. C'est pas un vendeur de coca, c'est d'abord un vendeur de plastique. Et l'intérêt, c'est de savoir, aujourd'hui, il ne faut pas se battre sur le recyclage des bouteilles, il faut se battre sur la production des bouteilles. Il faut arrêter de produire autant de plastique. Moi, je me suis fâchée là dernièrement contre mon supermarché dans lequel je vais faire mes courses. Il n'y a pas de coton-tige avec les bâtons en bois. J'achète un truc de gâteau apéro pour des copains. Il y a 3 emballages, dont à la fin une coupelle en plastique que je vais jeter à la seconde. Je pense qu'il faut vraiment, à un moment, signifier à ces entreprises qu'on n'en veut plus. On ne veut plus de plastique. On n'en veut plus. Et là où je pense qu'on a raison, c'est que croissance et verte, ça ne va pas forcément ensemble. Parce que vert, ça veut dire protection de l'environnement. Et croissance, plus on produit du déchet, souvent, en l'occurrence, dans notre mode de production actuel. Alors, où on produit totalement différemment, il y a des gens qui y réfléchissent, mais quand de grandes entreprises qui, aujourd'hui, comme Coca-Cola ou d'autres, se disent, moi, plus je produis, mieux c'est, ça veut dire plus je produis de coca, mais plus je produis de bouteilles en plastique. Or, il faut arrêter de produire du plastique, ça c'est clair. Il y a des entreprises qui sont intéressantes, qui ont bougé très tardivement. Je ne vais pas leur donner des médailles pour le coup, hein. Mais les entreprises automobiles françaises, on voit là, elles ont bougé. Elles ont bougé pourquoi? Parce que nous, on a fait 2 émissions sur le diesel. C'est plus possible. Les gens disent stop, c'est plus possible. On n'en veut plus, on n'en achète plus. Volkswagen aussi. Il y a eu le Dieselgate. Et là, il y a un moment où ces entreprises qui ont résisté, parce qu'elles ont résisté, elles défendaient le diesel, c'était un truc français le diesel. Pendant 50 ans, tout à coup, elles disent non, ok, on bascule dans l'électrique, on bascule dans l'hybride, très tardivement, on est d'accord là-dessus. Mais le mouvement, il est là. Et là où on est obligé de leur faire confiance, c'est qu'il y a de l'emploi à la clé en France. Il y a des dizaines de milliers d'emplois dans ces entreprises-là, donc on ne peut pas du jour au lendemain dire non, Peugeot, PSA, Renault, Citroën, c'est fini, c'est terminé. Parce que vous envoyez, à ce moment-là, des milliers de personnes, de salariés, à la casse. Et ça, c'est pas jouable. Ça, c'est pas possible. Donc, il vaut mieux, parfois, faire évoluer les entreprises et les amener vers plus d'environnement, et pas du greenwashing, là, pour le coup, hein, vraiment, penser différemment, plutôt que de dire non, on ne travaille pas avec eux. Mais la question justement de l'automobile, juste rapidement, et puis après, c'est, je trouve extrêmement bien choisi comme exemple justement de la question que nous posait l'ami Vincent, puisque c'est la question du changement de paradigme. Est-ce que faire des automobiles plus vertes
voire de l'électrique fait avec des énergies renouvelables dans un monde parfait où l'électricité serait produite de façon plus propre et où les voitures fonctionneraient à l'électricité ou même à l'eau. Est-ce que c'est pas simplement déplacer le curseur? Est-ce que justement aujourd'hui la voiture possiblement, n'est pas un moyen de transport dépassé? Si, possiblement, mais ça, nous on s'est rendu compte sur beaucoup d'émissions que ce qui faisait bouger les énormes entreprises qui fabriquent, qui font de la production, c'est les consommateurs. Donc si à un moment les consommateurs signifient clairement que la voiture c'est plus leur mode de déplacement, qu'ils préfèrent un vélo, une trottinette électrique, louer une voiture 2 semaines par an et c'est tout, ils vont comprendre ça et on va développer d'autres modes de transport. D'autant qu'on est de plus en plus nombreux à vivre en ville. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut entendre le pouvoir du consommateur et vraiment c'est très important. Il faut que les gens prennent conscience qu'en dépensant de l'argent, ils sont actifs. Nous, on a vu sur plusieurs de nos émissions qu'on avait fait derrière des émissions baisser des ventes. Et les entreprises qui nous disent « Ah non, on ne peut rien changer, on ne peut rien changer », quand ils ont vu les ventes chuter, ils se sont dit « Ouais, non, on va changer ». Mais le problème que j'entends souvent, parce que là, on est entre gens qui essayent de faire le plus possible attention, il y a quand même une émission qui s'appelle le JTR, mais la plupart... Ils boivent tous du coca derrière. On les voit pas, mais... Mais il est light. Il y a du rhum dedans. Mais moi, souvent, quand j'entends les gens parler de changement, quand ils ne sont pas forcément conscientisés à l'écologie, ils disent « Oui, mais moi, j'attends que les lois changent. » Moi, si on m'interdit de faire, il n'y a pas de problème. Et les multinationales, ils attendent que le consommateur les fasse changer. Et comme, je fais un raccourci, mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais ils sont de pair. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je trouve que aujourd'hui, les gens qui disent ça, et c'est les jeunes, mais pas forcément, c'est d'autres aussi, peuvent pas à la fois dire « je ne crois plus en la politique », parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disent ça, et dire derrière « j'attends qu'il y ait une loi ». Je pense franchement que la politique, chacun fait de la politique dans sa vie. On fait de la politique le matin en se levant et toute la journée, on fait de la politique. Mais on l'a fait à son niveau. Mais on fait de la politique et peut-être beaucoup plus qu'en mettant son bulletin dans son... Oui, bien sûr. La politique, c'est quasiment du geste quotidien, c'est une attitude, c'est un mode de consommation, c'est un mode de déplacement, c'est la manière dont on élève ses enfants, c'est la manière dont on travaille, c'est là où on parle, d'où on parle. Et je pense qu'il faut que les gens se réapproprient ça. Et il ne faut pas attendre une loi pour bouger, première chose, mais on peut faire bouger la loi. Comment ? Mais parce que les modes de pression, quand il y a des groupes de pression, des modes de pression, tout le monde y est sensible. Les entreprises y sont sensibles, les hommes politiques y sont sensibles. Regardez, avant, l'environnement, c'était un truc, on disait « ouais, c'est les écolos, dans leur coin, ils mangent des salades, et puis ils fument des pétards, et puis machin. » C'est plus... quand même. Ah bon? Pas tous les jours, mais ça peut arriver, quoi. On mange des salades. Oui, c'est ça. Vous fumez des salades. On fume des salades et on mange des pétards. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens, ils ont changé vis-à-vis de l'environnement. L'environnement, c'est leur vie. C'est leur vie, ils ont compris. Ils ont compris que le diesel, ça les empoisonnait eux. Ils ont compris que les pesticides, ça pouvait les empoisonner, que les perturbateurs endocriniens, ça jouait sur leur organisme, sur celui de leurs enfants. Ils ne regardent plus du tout l'environnement de la même manière. Est-ce que c'est trop tard ou pas par rapport au GIEC? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est encore trop tard? Est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, de l'écologisme alarmiste et extrêmement violent en disant ding, 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 on sonne les cloches une fois par an? Non, on sonne les cloches tous les jours, tout le temps, tout le temps. C'est une vraie question. C'est le bouquin de Raphaël Glucksmann qui dit ça et qui dit il faut aussi faire de l'écologisme dramatique. Il faut aller là-dedans, parce que c'est l'urgence absolue. C'est vraiment le truc qu'il faut faire bouger tout de suite, maintenant. Ben oui, et pas seulement sonner les cloches une fois par an. Et là, ça nous amène vraiment face à un énorme paradoxe qui est, si on veut sauver le climat, il faut consommer moins. Si on consomme moins, les multinationales vont changer, mais si elles changent et qu'on consomme moins, il n'y a plus assez d'argent pour faire tourner l'économie et ça peut provoquer une grosse crise. Mais ça dépend, parce qu'on peut consommer moins, on peut consommer différemment, on peut fabriquer d'autres économies, des économies collaboratives. Bon, même si ce n'est pas ma spécialité, vraiment, hein, ce n'est pas mon champ. Moi, je suis dans le champ de l'investigation, dans le champ du journalisme. Mais je pense qu'on peut aussi vivre différemment. Je ne sais pas si vous avez vu les frugalistes. Là, c'est très étonnant, hein, ils capitalisent jusqu'à 40 ans, ils vont gagner de l'argent. Pas énormément, mais ils vont en gagner, pour ensuite, à partir de 40 ans, dire « Ok, moi, j'arrête de travailler parce que ce monde ne m'intéresse plus et je vais vivre avec très peu d'argent par mois, avec ma femme, mes enfants, etc. On va se faire un budget vraiment minimum et avec de 800 €, on va vivre à 4 ou 900 €, on va vivre à 4. » Il y a des choses qui sont en train de se développer qui sont
des nouvelles manières de vivre. Mais ce sera des nouvelles manières de vivre. Ça va être un puzzle. Ça va pas être, comme on disait, le capitalisme, pendant des années, des décennies, ça a été le mantra. Moi, je pense que maintenant, on va rentrer dans un monde de puzzle, où il va y avoir plein de gens qui vont vivre différemment, des économies différentes, qui vont se mettre en place. Ah. Allô, la capsule. Et il y en a un qui est toujours en place, hein, toujours prêt à intervenir dans cette émission, c'est Vincent. Comment allons-nous? On m'entendait pas, on m'entend maintenant. Maintenant on t'entend. Comment allons-nous? Plutôt pas mal. Sympa. Il fait un peu chaud. Depuis 3 minutes, Ça ça va. va. Mais le GIEC nous avait prévenu qu'il allait faire plus chaud pour cette émission-ci. Donc... Mais justement, c'est à là où je voulais en venir. Ah. C'est-à-dire que le rapport du GIEC, il dit malheureusement qu'on peut plus se permettre de faire de l'écologie entre le fromage et le dessert, hein, si on prend l'histoire de l'humanité ou l'histoire de nos journées comme le repas dans son ensemble. Alors, quand j'entends que Élise nous dit que croissance et vert ne vont pas ensemble, merveilleux. Je voulais savoir si vous aviez vu, Élise Lucet, que les entreprises qui changent, en l'occurrence, elles changent pas sur l'aspect croissance, mais elles changent sur l'aspect vert. Et en l'occurrence, le vert qu'elles rajoutent dans leur modèle économique est un peu comme le rouge du magicien, le drapeau qu'on agite et qu'on dit « regardez ici ». Par contre, on ne change pas toutes les zones d'ombre qui, elles, contribuent au maximum à la destruction du vivant sur notre planète. Alors comment est-ce que les citoyens peuvent y faire quelque chose? Comment, en fait, changer ces entreprises, parce que vous avez parlé de frugalisme, et malheureusement les frugalistes ne vont pas déranger ces multinationales qui, elles, vont continuer à détruire le vivant. On le voit avec les stratégies de Total qui continuent de vouloir explorer toujours plus loin le pétrole, alors qu'on sait que si l'on crame tout, eh ben on est tous morts. Voilà. Une question qui fait d'ailleurs un peu penser à ce dessin, je sais pas si on le voit à l'image, où on a un conseil d'administration devant un agglomérat de cheminées et On peut dire un monde enfumé, un monde enfumé, pollué, horrible. assez dégoûtant. Et tu as le chef du conseil d'administration qui dit « Nous allons interdire les pailles en plastique à la cafétéria ». Donc c'est évidemment pour rebondir sur la question de Vincent. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Et moi, je pense que les groupes de pression, encore une fois, enfin, les consommateurs, je crois, ne comprennent pas leur pouvoir. Et voilà, alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut acheter pour avoir du pouvoir, mais on peut parler, on peut bouger, on peut monter des groupes de pression, on peut faire évoluer les choses. Moi, je fais partie des optimistes, je pense que vous l'aviez compris, hein. Je ne fais pas partie des défaitistes qui pensent que c'est foutu. Au contraire, si à Cash Investigation et à Envoyé Spécial, on veut informer les gens, c'est qu'on considère qu'un citoyen informé en vaut deux et que dès qu'on est informé, on peut bouger, on peut changer les choses, on peut commencer à faire pression sur des entreprises, on peut commencer à faire pression sur des politiques. Et moi, je pense qu'il faut faire pression sur les deux. C'est-à-dire que la loi peut faire bouger les choses, mais les entreprises peuvent aussi bouger d'elles-mêmes si elles sentent que la pression est trop forte de la part des consommateurs. Donc, encore une fois, c'est peut-être un peu utopiste, je vis peut-être dans un rêve, mais je me dis que oui, on peut faire bouger, y compris de grosses entreprises. Pas toutes, on est d'accord. Quand on discute avec Engie, quand on discute avec Total, quand on discute avec des énormes boîtes comme ça, il y a un gouffre, sur, par exemple, l'exploitation des sables bitumineux, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on peut très bien faire des émissions. Ensuite, il y a des écolos ou des citoyens qui peuvent très bien leur dire « Vous êtes en train de détruire la planète ». Si au bout, il y a écrit « profit », je pense qu'ils vont y aller. Mais le problème, c'est que si nous, on ne fait rien sur ce sur quoi on peut agir, à ce moment-là, le GIEC, ils sont déjà en retard. C'est-à-dire que la planète, elle va à la catastrophe. Donc bougeons sur tout ce sur quoi on peut bouger. Ne soyons pas utopistes et ne soyons pas bêtement idéalistes en disant on va faire tout bouger, ça va être formidable. C'est pas vrai. Mais c'est pas parce qu'on fait pas tout bouger qu'on peut pas faire bouger des choses. Moi, je suis persuadée que, 1, il faut informer les gens, 2, quand ils sont informés, ils bougent plus, et 3, quand ils bougent, derrière, ça finit par bouger. Et chacun fait sa part, et vous la faites, notamment on essaie. dans les émissions Cash Investigation, dont une nouvelle est sortie, je pense, hier ou avant-hier, sur le luxe. Mardi. Sur le luxe, ouais, sur le luxe, et où là c'est très intéressant parce qu'on était sur à la fois les conditions d'exploitation du cuir, de la fourrure ouais. Et l'évasion fiscale. Donc on vous invite évidemment à regarder cette émission et à regarder aussi l'émission qui concernait la pollution plastique et Coca-Cola, cette fameuse histoire de circulaire, de lobby. Et les éoliennes dans Envoyé Spécial. Moi je pense qu'il faut traiter des sujets environnementaux à la télé très souvent.
très très souvent. Ça doit être présent dans les magazines, dans les JT tout le temps. C'est pas faire des émissions environnementales, c'est parler de l'environnement tout le temps, partout. Et changer le climat, en tout cas au niveau des opinions, on essaye déjà de faire évoluer le climat, c'est déjà quelque chose. Bien sûr. Merci beaucoup Élise Lucet d'avoir été avec nous dans ce deuxième JTR. Merci. C'est un bel honneur et une belle chance pour nous. Moi, je suis tout ému. On est prêts. Ah parce non, que- mais il n'y a pas de souci, c'est formidable, continuez. C'est vachement important que vous existiez et je veux bien être votre marraine. Ah ben voilà, belle marraine. Ben, merci C'est beau. beaucoup en tout cas. C'était vraiment un bonheur de vous avoir en plateau. On espère que ça aura plu à tous ceux qui nous regardent. Et on va tout de suite redescendre un peu sur Terre, mettre les mains dans le cambouis avec Julien Malara de Demos Kratos pour la séquence Terre à Terre. On regarde. Salut tout le monde, je suis Julien de la chaîne Demos Kratos et aujourd'hui je viens vous parler de l'action quotidienne à travers l'alimentation végétale. Encore un putain de vegan. Ben oui, mais si on veut parler sérieusement de notre terre, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. De plus en plus d'études le prouvent, le meilleur moyen de réduire son impact sur l'environnement, eh bien c'est aussi de réduire sa consommation de viande, de poissons et de produits laitiers. 75% des terres agricoles sont directement et indirectement utilisées pour l'élevage. Bah ouais, il faut de la place pour stocker et faire vivre tous ces animaux et surtout énormément de place pour produire leur nourriture. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais un gros fan de viande, je mangeais du saucisson à tous les repas. Donc je comprends parfaitement que quand on pense au végétarisme et au véganisme, on se dit qu'on va perdre un des plus grands plaisirs de la vie, manger. Par exemple, mes parents pensent encore que je me nourris exclusivement de cailloux. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il existe aussi de la terre pour mieux faire passer les cailloux. Plus sérieusement, le plus difficile, ce n'est pas se passer de viande. Bien évidemment, il y a un temps d'adaptation, faut sortir du dogme de pensée, légumes, viande, féculents. Mais une fois qu'on est sorti de là, c'est une porte ouverte à des millions de recettes et de combinaisons. Et le plus difficile dans cette histoire, c'est de faire comprendre à notre entourage que déjà on se sent beaucoup mieux, en meilleure santé, et que cette transition, elle est nécessaire et surtout possible. Oui, je vous promets qu'on peut très bien vivre en mangeant du tofu. Bien évidemment, on ne devient pas vegan du jour au lendemain. Il faut réapprendre à manger et au début, passer le cap peut être difficile, vu qu'on nous a dressé à manger de la viande à chaque repas. Benjamin, tu finis ta viande, c'est bon pour la santé. Donc je ne vais pas vous faire culpabiliser si demain vous n'êtes pas à 100% vegan. Moi-même, j'ai mis plus d'1 an à devenir végétarien en réduisant petit à petit ma consommation de viande puis de poisson. Et il m'a fallu encore une année supplémentaire pour passer vegan, c'est-à-dire arrêter de manger des œufs, du lait et arrêter d'acheter du cuir ou de la laine par exemple. Même encore aujourd'hui, je suis pas à 100% vegan. Il m'arrive de temps en temps de manger une tablette de chocolat au lait. Et c'est pas grave, le véganisme n'est pas un absolu. Vous ne rentrez pas dans une secte où vous avez interdiction de manger des produits issus des animaux, vous essayez simplement de réduire au maximum votre impact sur l'environnement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit avant tout. Respecter au maximum le vivant dans son ensemble. On protège en même temps l'environnement, notre santé et celle des animaux non humains. Faites attention à la question de la B12, de l'iode ou du fer par exemple. Mais il est tout à fait possible de vivre sans manger de viande. Ça demande simplement de réapprendre à équilibrer ses repas différemment. Je pense que le plus gros problème, ce n'est pas tant ce qu'on a dans nos assiettes, mais dans notre vision du monde qui est trop centrée sur l'être humain avant tout le reste. Il faut donc prendre conscience que le monde qui nous entoure n'a pas été créé pour nous et que nous devons vivre avec lui plutôt que d'essayer de le façonner pour qu'il réponde à chacun de nos besoins. Le véganisme, c'est bien plus que manger du tofu. Le véganisme, c'est comprendre qu'on peut vivre tout aussi bien, mais en respectant notre environnement. Il nous arrive tous à un moment dans notre vie où on remet en question nos habitudes. Est-ce que ce que je fais au quotidien respecte mes valeurs? Est-ce que j'agis de manière éthique? Aujourd'hui, nous ne cautionnons plus le racisme car nous ne pouvons plus justifier la discrimination des autres êtres humains sur la base de leur prétendue race. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prônent le féminisme car nous ne pouvons plus justifier l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et demain, nous combattrons le spécisme car nous ne pourrons plus justifier de tuer les autres espèces animales pour notre seul plaisir gustatif. La première étape est de prendre conscience. Merci de m'avoir écouté et à vous le JTR. J'espère qu'on va la revoir vite. Bah ouais, j'aimerais bien. Je suis amoureux. Elle m'a touché la main. Elle t'a touché la main, j'ai vu ça, c'est celle-ci. Merci. Merci beaucoup à Merci notre marraine maintenant, Élise Lucet, qu'on a reçue, pour être tout à fait honnête, 1 heure avant l'émission parce qu'elle n'était pas possible de la voir en live avec son emploi du temps chargé pour dénoncer les mauvaises pratiques des vilains dont nous allons encore parler plus tard à partir de 20h dans le débat La croissance verte peut-elle nous sauver avec Maxime Combes et Fabrice Flippo. Merci aussi évidemment à Julien Malara de Demos Kratos pour cette excellente séquence Terre à Terre. On m'annonce à l'oreillette, parce que j'ai une oreillette, hein.
Elle est très belle. Elle est pas dégueu, hein. Non, Enfin, elle est dégueu après l'émission, mais maintenant ça va encore. On m'annonce que ceux qui aimeraient nous regarder sur Professeur Feuillage sur YouTube n'y parviennent pas. Donc Mathieu Duméry de Professeur Feuillage nous dit de vous dire que le direct sera rediffusé un peu plus tard pour les amateurs de Et Professeur quelque Feuillage. part, si les gens regardent cette vidéo, que tu leur donnes leur information, c'est qu'eux n'ont pas de problème à regarder cette vidéo. A priori. Donc tu je ne sais pas vraiment pourquoi on me demande d'informer les gens sur quelque chose qu'ils savent déjà. Mais avant toute chose, avant de persévérer dans cet excellent JTR qui nous remplit de joie. Je suis joasse. J'ai dit, je suis joasse. Eh bien, je vous propose de prolonger un peu la séquence Terre à Terre en parlant justement, en ouvrant le volet numérique. Parce qu'on peut aussi agir au quotidien avec ce qui se trouve dans notre poche, à savoir les applications. Oui, effectivement, les applications utiles au quotidien. Alors, on me dit que les images sont diffusées, je ne les vois pas, mais ça fait rien. Donc, BuyerNote est une application qui vient d'être lancée par nos nouveaux partenaires, iBoycott, qu'on salue, et on est très content d'ailleurs de les avoir en tant que partenaires. Ils sont géniaux, c'est génial ce qu'ils font. Et le boycott fait évidemment partie intégrante, c'est l'une des pierres angulaires de cette résistance et de cette transition. Donc on est très heureux d'avoir iBoycott avec nous pour le JTR. BuyerNote, c'est une application qui vous permet, quand vous faites vos courses, de scanner les aliments, les produits que vous comptez acheter et de voir en fait un peu la carte d'identité morale du produit. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour l'évasion fiscale finalement? Exactement. C'est les deux questions Ce qui pourrait être bon pour certaines des personnes les plus aisées qui nous regardent. Alors d'autres applications existent aussi en Belgique par exemple, pour ceux qui nous regardent, ce plat pays qui est le nôtre où les Philippe sont des rois. Manger local est une application qui existe en Wallonie et à Bruxelles qui permet justement de trouver des produits sains, locaux, à disposition, près de chez soi, des producteurs locaux grâce à une carte. Ça existe aussi au Canada avec l'application Ma Ferme. Et alors ça c'est un scoop. Manger local et Ma Ferme sont en train de travailler pour s'étendre sur la France. Chez nous? Chez vous. On va pouvoir manger bien. Vous allez enfin pouvoir bien manger en France grâce à Ma Ferme et à Manger Local. Parlons aussi de transiscope.org qui permet de mettre en lumière toutes les alternatives pour la transition en les affichant sur une carte, aussi une carte unique, en collectant toutes les données qui existent. 90jours.org également qui permet de changer durablement. J'espère que les gens notent là, parce que tu en parles, il y a un sacré nombre d'applications qu'il faut noter là. Oui, et que je suis censé voir sur l'écran de retour, mais que je ne vois pas. On n'a pas l'écran de retour. Donc c'est un peu le freestyle. On espère que les gens ont pris des notes en tout cas. Mais donc là, on doit être sur 90jours.org qui permet de changer durablement ses habitudes grâce au premier assistant personnalisé de transition écologique. Sympa. On n'arrête pas le progrès. Non mais pour une fois que le progrès sert à quelque chose, moi je suis pour. Et puis j'aimerais quand même dire un mot, je ne sais pas s'il y a encore des images d'illustration, a priori non. J'aimerais quand même dire un petit mot par rapport à la campagne Il est encore temps, dont on pourrait peut-être rebondir après avec l'ami Vincent. Demain tous en manif quoi. Tous en manif, demain, un peu partout en France. En Belgique aussi, c'est un petit peu plus marginal, mais ça existe déjà en Belgique. Il est encore temps aussi, qui était une initiative, un site internet lancé par nos amis de Partager c'est sympa, aidé notamment par Osons Causer pour l'écriture du site, et qui permet de vous engager au quotidien, de trouver les actions à faire en solo, en groupe, de façon très facile, en un clic. Il est encore temps.fr, c'était l'une des grosses infos de la semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il faut absolument s'inscrire. Je crois qu'on est plus de 100 000 maintenant, mais il faudrait qu'on soit encore plus, parce que 100 000 c'est bien, mais si on veut changer tout ça, il va falloir qu'on soit encore plus, à aller dans les manifs, à faire des actions, à signer des pétitions, à s'engager. Soyons nombreux, bordel de merde! Et en parlant de Vincent, est-ce qu'on est censé avoir des nouvelles bientôt? Ah, mais le téléphone sonne. Vincent, oula, Vincent, dis donc... L'attraction terrestre a des influences sur les événements qui se passent sur ce plateau. Hein. Tout à fait. Les réactions sont splendides. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui aimeraient poser des questions directement à Élise Lucet. Et comme on l'a dit, elle est déjà repartie, mais on a eu l'occasion de lui poser certaines des questions que vous vous êtes vous-même posées. Je veux faire remonter un super commentaire sur la chaîne de Et tout le monde s'en fout, la page Facebook, par Estelle Sauvana, qui nous dit avoir déjà travaillé au service juridique des grosses entreprises et qui nous apprend que les chartes de la responsabilité sociale des entreprises ne représentent pas vraiment la réalité des engagements. C'est simplement une stratégie pour l'image de l'entreprise. Elle se réjouit tout de même que ça a le mérite d'exister, mais c'est vrai que c'est un peu limité, quoi. Alors, moi, j'avais envie de rebondir personnellement sur un truc. J'ai pas eu le temps de lui demander sur le coup, mais je lui ai demandé après. Les entreprises qui ne changent pas, Engie et Total, si elles ne changent pas, est-ce que ça veut dire qu'il faut les bloquer? Moi, je pense qu'une entreprise qui détruit le climat et qui ne change pas et qui ne changera pas parce que c'est trop fort dans son ADN, effectivement, il faut l'en empêcher.
Mais derrière, il y a aussi des questions comme Emma Fimka qui se dit ok, bon, si Engie c'est bof, peut-être que je peux aller vers un autre fournisseur d'énergie. Et c'est vrai. Il y a par exemple Enercop où en quelques clics, on peut permettre aux renouvelables locales citoyens de se développer en France. Et c'est vraiment la direction à prendre. J'avais envie de vous poser une question à vous deux, les Lascars, là, qui vient d'Étienne Bernard sur la page de Max Bird. Pourquoi l'espace médiatique parle autant du réchauffement climatique et très peu de la pollution des eaux, de l'air, du brome, du recyclage et des ondes, à votre avis? Répète la question. Pourquoi est-ce que l'espace médiatique parle autant du réchauffement climatique, des gaz à effet de serre, plutôt que de la pollution des eaux, de tout ce qui implique finalement le travail de l'industrie? Pourquoi on parle plus du réchauffement climatique que de la pollution des eaux? Et après, c'est quoi la fin? De l'air, du brome, du recyclage, donc des ondes. Ce qui dépend directement de l'action quotidienne des industries, en fait. Donc, exactement. Moi, je pourrais peut-être m'aventurer. Essaye. Tu diras ce que tu en penses. Peut-être parce que la plupart des grands médias sont des grands médias privés et qu'ils appartiennent à des entreprises qui participent aussi à des industries, soit liées aux énergies, à l'agroalimentaire, parfois même aux armements, on ne citera personne. Est-ce que ça pourrait être un début de réponse? C'est un des éléments, mais d'ailleurs je pense que fondamentalement parler des gaz à effet de serre nous permet d'éviter de parler de tout un tas d'autres choses qui sont effectivement liées à l'industrie. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est créer une discussion citoyenne, une discussion de notre audience aussi, mais de l'audience française dans un plus grand public pour se dire quels sont tous les éléments qui détruisent le vivant. Et ça va au-delà de simplement des émissions de gaz à effet de serre, mais effectivement, toutes les pollutions, tout ce qui va nous empêcher de vivre sur cette planète, il va falloir en parler. Alors, je vous fais remonter une autre question. Avec grand plaisir. Il y a Juliette sur la page de Demos Kratos qui se demandait est-ce que Cache Investigation assure un suivi des sujets qu'il traite? Alors oui, hein. Cache Impact. Il existe un autre. Non, mais c'est réponse très courte. Donc oui, Cache Impact existe. Question très longue, réponse très courte. C'est une autre déclinaison de l'émission d'Élise qui existe. Je ne sais pas c'est tous les combien de temps. Peut-être tous les 6 mois. Ils font une émission Cache Impact où ils reviennent sur un sujet déjà traité. Et vous pouvez en trouver sur tous les réseaux de Cache Investigation, je pense. Ils sont aussi mis en ligne après sur Internet. Et le pendant de cette question, c'était se dire, si ce média qui est Cache Investigation n'a pas le temps et les moyens de faire un suivi, peut-être que ce serait à nous, les citoyens, de s'en charger. Alors, on a pensé à Coca-Cola, là, tout le monde a vu cette émission. Est-ce que nous, les citoyens, on se charge de faire le suivi? Et là vient la proposition du boycott. Oui, moi j'ai eu le temps. Mais non, mais ce qui m'embête, c'est que je me dis qu'on n'entend rien avec ça. C'est pas pour rien qu'on a inventé des iPhones. Hein. Franchement, les gars, on capte que dalle. Mais t'as compris la question de Vincent. Mais je te jure que je n'entends rien. Donc en je gros, tends l'oreille, mais... Donc il nous demande si ce n'est pas à nous, avant toute chose, en tant que citoyens, d'assurer le suivi de ce genre d'émission. De vérifier nous-mêmes, d'enquêter. Mais bien sûr, et en même temps, bien sûr que non. Les deux réponses sont plausibles. En fait, ce qui serait génial, c'est qu'il y ait des gens volontaires qui le fassent et qu'en même temps, l'État puisse le subvenir. Si on crée des emplois pour ça, ce serait juste magnifique, quoi. Mais un des suivis qui est possible, en l'occurrence, c'est d'aller sur l'application iBoycott dont on vient de parler. BuyerNote et de rejoindre la campagne qui est en cours contre Coca-Cola, par exemple. Là, ce serait un suivi très concret. Moi, je fais toutes les campagnes sur BuyerNote, Vincent. Ah, merveilleux. Je suis inscrit à toutes les campagnes. Et tout le monde devrait pouvoir. Ah ouais, j'adore ça, la campagne. Carrément. Et enfin, j'avais envie de vous faire remonter qu'il y a beaucoup de débats, vu qu'on en a parlé avec Élise, sur les voitures électriques, les voitures diesel, l'impact carbone de ces différentes solutions. Et c'est un débat qui est légitime, effectivement. Il faut calculer les empreintes carbone, l'analyse totale du cycle de vie des produits. Et en même temps, il y a un moment où il faut se poser aussi la question, et les transports en commun dans tout ça? Est-ce que c'est pas finalement le développement des transports en commun qui est nécessaire, au-delà de cette question des voitures électriques et des voitures diesel, qui concernerait finalement assez peu de Français, car on est très nombreux à utiliser des voies qui pourraient être desservies par des transports en commun?
Mais non, mais alors ça par contre, ça c'est un vrai souci qu'on a en France, c'est qu'on a fermé énormément de voies ferrées. Hein. En Belgique Mais aussi. Plein. 232 dans les années 80, sur un petit pays, c'est quand même beaucoup. Et ce qui est fou, parce que, alors là, je fais un petit peu de chauvinisme, mais bon, c'est quand même l'État français qui a posé toutes ces rails, puisqu'à la base, la SNCF, c'était un privé. Et avec l'argent de qui, monsieur? Voilà, avec notre argent. on se Et pose la aujourd'hui, c'est en train d'être privatisé la SNCF, et ils n'utilisent pas toutes les rails, donc toute l'énergie pour lesquels on a payé. qu'on a payé. Il y a bah des ouais, gens mais- qui ont bossé, qui ont mis leurs petits clous. Attends, des chemins de fer, tu te rends compte? C'est un petit clou, une petite latte, un petit clou, une petite boîte. C'est un Ils peuvent travail faire de ça dingue. sur des kilomètres. Ils ont taffé comme des chiens, les gens, Et pour c'est faire même toutes plutôt ces un rails. gros clou, hein, je pense. C'est un énorme clou. Un énorme clou. Et on n'utilise pas tous ces énormes clous, moi ça me révolte. Et justement, pour ceux qui nous regardent effectivement en Belgique, c'est une vraie question. Nous, on a eu un peu le même problème avec la SNCB qui a fait un grand plan de restructuration dans les années 80, qui a fermé 232 gares, tout en développant énormément les réseaux routiers. À Bruxelles, dans le centre, tu auras des boulevards à 5 bandes, tu as l'impression d'être en plein milieu de l'autoroute. Et effectivement, c'est une vraie question, c'est une question de conception de société finalement qui nous est posée. Et à l'inverse, chez moi à Grenoble, parce qu'à la base je suis grenoblois, donc le maire de la ville, il est en train de fermer tout le centre-ville, de mettre des pistes cyclables, de limiter à 30, et tout le monde gueule, et ça me fait doucement rigoler, parce que moi je suis mais faisons ça partout, faisons-les tous gueuler. Nicolas, Félicien, Oui. moi j'étais en train de me dire, on a parlé de croissance verte qui serait impossible. Mais il y a un moment, si la croissance verte n'est pas possible, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut tendre vers une croissance zéro, voire vers une décroissance? Est-ce que c'est bien impossible tout ça? Alors moi, il y a un garçon assez charmant, encasquetté, qui m'a soufflé une question tout à l'heure. Ah, Je ne vous déclinerai pas son identité. Il m'a dit, si la croissance verte n'est pas la solution, comment faire quelque chose, comment faire la promotion de quelque chose qui va à rebours de tout ce qui a toujours animé l'humanité depuis la nuit des temps? Comment défendre la décroissance? Question beaucoup trop longue à nouveau, là, on a perdu les gens là. elle est pertinente pourtant. Oui, puisque c'était finalement, on va être honnête, c'est une question que tu m'as soufflé, Vincent. Ah oui. Comment toi tu y répondrais à ta propre question? Moi d'abord, je suis vraiment curieux de savoir ce que les gens en pensent. Je suis conscient que c'est quelque chose qu'on nous a vraiment inculqué depuis le début. C'est une valeur presque dans nos sociétés, la croissance. On ne l'a jamais remise en question. Et si on regarde l'histoire de l'humanité, on a plutôt toujours tendu vers croître, vers une amélioration de nos conditions de vie. Et là, effectivement, on est nous, notre génération, on est sur la courbe exponentielle qui va juste trop loin, trop vite, et qui implique une destruction du vivant. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, mais comment nous, notre civilisation, dans le peu d'années qui nous restent pour agir, va réussir à réécrire cette conscience qui nous pousse à aller toujours vers la croissance, à désirer toujours plus. Alors moi j'aimerais rebondir sur une chose, c'est quand on dit l'augmentation de notre condition de vie. Moi je pense qu'il y a plein de choses à améliorer. Par exemple, on peut travailler moins. Je veux dire, vu quand tu vois le nombre de burn-out qu'il y a aujourd'hui, je crois pas que dans ce sens-là, notre condition de vie a été augmentée. Oui, effectivement, on peut acheter des écrans de télé de plus en plus grands, de moins en moins chers. Si c'est ça, améliorer la condition de vie, oui, on a fait ça. Mais moi, je pense qu'on peut beaucoup plus améliorer notre condition de vie aujourd'hui quand on sait les enjeux qui arrivent vers nous. Et ben, ralentir tout ça, je pense qu'on va tous s'y retrouver. Je pense que pour l'humanité, c'est plutôt bénéfique, quoi. Et il faudrait l'expérimenter alors pour y goûter, c'est ça Moi, aussi. je suis chaud. Ah ouais. Moi aussi, je Le suis droit chaud de pour l'oisiveté. Eh bien, c'est peut-être aussi l'occasion de renvoyer tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion justement de poser une question à notre débat qui commencera donc à 20h, un peu après cette première partie de JTR. N'hésitez pas à continuer à poser des questions autour de cette idée de croissance verte parce que vous pourrez les confronter à nos prochains invités. Fabrice Flippo, professeur de philosophie sociale et politique, qui confrontera lui aussi ses arguments à ceux Ça en de... jette, comme titre. Oui, Ça en jette. c'est vrai que Quand tu dis professeur de philosophie mieux que sociale et youtubeur, politique. quoi. Oui, moi, je me... Ouais. nous on nous appelle des youtubeurs. Moi, je pense que je vais partir, du coup, pour cette deuxième partie d'émission. Mais d'ailleurs, on va partir parce qu'on va laisser notre place à Laurie de leur élever la peste, ainsi qu'à Ludo d'Ose en causer et à Axel Vincent. de Et tout le monde s'en fout. Absolument. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Merveilleux. À bientôt. Faisons ça. Donc on se retrouve tantôt. Ouais. Je vous propose maintenant très vite, si vous avez un peu de temps devant vous dans le mois qui s'écoule, je vous propose de vous enregistrer
vous, de filmer un témoignage de votre part si vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre à cette émission, parce qu'on envisage peut-être de lancer un zapping des vivants à partir de la prochaine émission. C'est-à-dire qu'on ferait intervenir quelques-uns de nos gitériens et on essaierait de rebondir avec les invités sur leur vécu, leurs témoignages, leurs anecdotes. Si vous voulez nous raconter quelque chose, pas trop long, 30 secondes, 1 minute grand maximum, n'hésitez pas à vous filmer et on s'en servira peut-être pour le zapping des vivants. Concept que l'on mettra en place si jamais c'est pas dégueu. On verra ça le mois prochain. Donc le zapping des vivants. Et puis avant de laisser la place justement à nos invités de seconde partie, nous allons proposer à notre ami Vincent de redescendre sur Terre, lui aussi, et de nous permettre de respirer un peu. Un bon bol d'air? Un bon bol d'air, c'est le bol d'air du JTR. Oh, il y a un truc dans l'air. Un souffle nouveau. Un sursaut citoyen pour le climat. Au début du mois de septembre, et avec la démission de Nicolas Hulot, t'as peut-être remarqué que 130 000 personnes se sont mobilisées pour des marches pour le climat. Eh ben, figure-toi que c'était que le début. Quelques jours plus tard, 200 000 personnes ont participé au World Cleanup Day, une opération de nettoyage sur plus de 3000 sites en France et en tout dans 156 pays. C'est pas moins de 12 millions de personnes qui se sont mobilisées pour lutter contre le plastique, entre autres. La bouffée d'air, c'est aussi de célébrer toutes les alternatives qui changent d'échelle partout en France. On leur a fait la fête à l'arrivée du Tour Alternative à Bayonne, cette épopée de 3 mois pour former des milliers de personnes à la désobéissance civile et mettre en avant toutes ces alternatives. Autre moment de respiration à Ambach, en Allemagne, où l'entreprise RWE veut raser une forêt ancestrale pour agrandir une mine de charbon à ciel ouvert. Mais la justice allemande a donné raison aux activistes et tort à RWE qui voulait déboiser. Alors si on n'a gagné qu'un an avec cette décision, on est remonté à bloc pour remporter la victoire finale. On sera en tout cas plus de 10 000 des 25 au 29 octobre en Allemagne pour une action de désobéissance civile de masse comme jamais vue pour enfoncer le clou. Mais revenons en France, où souffle un vent frais de désobéissance. Avec une action spectaculaire hier contre Total et la Société Générale, nous les avons marqués des mains rouges pour symboliser leur responsabilité dans la destruction du vivant et les freins permanents qu'ils représentent pour la transition. J'ai gardé le meilleur pour la fin, avec ce formidable mouvement Il est encore temps. Là où le rapport du GIEC aurait clairement pu plomber l'ambiance, la coordination de 19 créateurs vidéo du web et de Pablo Servigne, couplée à la coordination avec l'ensemble des ONG, a permis de faire émarger un sursaut dans la société française. 5 millions de vues en 48 heures. La vidéo n'est pas passée inaperçue. Et le site qui l'accompagne non plus. Pas moins de 100 000 personnes se sont inscrits sur le site Il est encore temps pour passer à l'action et ont pu trouver leur moyen d'agir qui leur correspond le plus, tout en ayant un maximum d'impact. Ah vraiment ? Agir pour le climat n'aura jamais été aussi facile. C'est juste à portée de clic. Avec ces mêmes gens motivés, on s'est aussi donné rendez-vous dans la rue demain le 13 octobre pour faire plus qu'une marche pour le climat dans 40 villes de France. On annonce le beau temps pour faire masse, exiger plus, s'organiser et faire ensemble. Répondre sans faux semblant à l'urgence qui s'avance. Alors je suis peut-être un éternel optimiste, n'empêche que je sens qu'avec cette énergie-là, on va remporter des victoires dans les prochaines semaines et les prochains mois. Sous cette douce brise de mobilisation générale pour le climat, je rends les studios. Merci beaucoup Vincent. Nicolas, est-ce que tu veux réagir par rapport à ce qu'on vient de voir? Non, mais il a raison. Je retape du point. Inscrivez-vous sur ilestencordtemps.fr. Venez en manif avec nous demain. Il faut qu'on se mobilise. Comme le GIEC l'a dit, on a plus quoi, les 2 ans pour vraiment prendre des nouvelles politiques qui changent complètement. Et comme on l'a vu avec Élise, si nous, en tant que citoyens, on ne s'engage pas, si on ne montre pas nos convictions à nos hommes politiques, à nos entreprises, rien ne va changer. Et si rien ne change, j'en dirai pas plus. Ça sera la pétaudière. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce second JTR qui va continuer d'ici 20h. Nous aurons le plaisir d'ouvrir la seconde partie de cette émission avec Laurie Debove, Ludovic Torbet, Dozon Causé et Axel Latuada et Tout le monde s'en fout qui vont ensemble cuisiner nos 2 invités de la soirée. Fabrice Flippo, professeur de philosophie sociale et politique, ainsi que Maxime Combe, économiste, qui donc s'affronteront gentiment autour de cette question. La croissance verte peut-elle nous sauver? J'aimerais en profiter pour remercier ceux qui nous sauvent depuis un mois. Remercions-les. En nous faisant des dons sur Tipeee, notamment Jean-Baptiste qui a été particulièrement généreux. Jean-Baptiste, on t'aime.
et certains veulent aller boire des bières bio avec nous, je voudrais quand même vous préciser que nous ne buvons pas d'alcool. Hein. Rarement. Jamais, nous ne buvons pas, nous ne fumons pas, nous faisons Jamais. le JTR. Mais c'est un grand plaisir de vous rencontrer, en tout cas, j'espère que ça pourra se faire, qu'on puisse un jour rencontrer les JTériens, ce serait pas dégueu. Ça va se faire, ça va se faire. Demain, peut-être qu'on aura un certain dans les manifs, tu sais. Oui, on est partout en France. N'hésitez toujours pas à nous dire d'ailleurs d'où vous nous regardez, ça nous intéresse, y compris pendant le débat. Restez d'ailleurs avec nous. Donc, ce débat sera essentiellement streamé sur la page haute du JTR. La page Le JTR, si vous voulez continuer à aller plus loin sur la question et regarder ce débat, regardez sur Le JTR pour être sûr, parce que certaines des pages qui nous diffusent vont diffuser le débat, d'autres non. Donc rendez-vous sur la page Le JTR pour être sûr de la regarder. Elle continue sur la mienne aussi. Hein. Et elle continue sur la tienne. Voilà. Donc restez chez Nicolas, c'est encore mieux. Et elle reste aussi chez Vincent, on me dit à l'oreillette, et je pense qu'elle restera aussi sur le billet vert, ainsi que sur Osons Causer. En fait, vous faites ce que vous voulez finalement, c'est sur toutes les pages, mais aussi sur le JTR. C'est la liberté. Ouais. Et libre aussi de dire un grand merci à toute l'équipe de ce JTR, très impressionnante qu'on peut déjà quand même remercier, même si c'est pas la fin de la soirée, hein, on se retrouvera encore tout à l'heure pour le débat, mais merci à toute l'équipe rédac, Victor Vauquois, Juliette, Vincent, Pierre Paulus évidemment, Stéphanie, l'équipe de prod, les Parasites, les incroyables Parasites, Laurie Debove évidemment dans l'équipe rédac, qui sera aussi dans le débat tout à l'heure. Et qui sera dans le débat tout à l'heure, et puis évidemment les Parasites qui nous accueillent chez eux, qui sont sur les charbons ardents, qui se lèvent plus tôt que nous le matin, c'est un comble pour préparer l'endroit où on tourne. Donc merci évidemment à Guillaume, à Arnaud et à Jérémy des Parasites. Et donc n'hésitez pas, Tipeee, ça nous aide énormément, un petit don, 1 euro, 2 euros tous les mois. Et on se retrouve donc dans Jean-Baptiste. Oui, merci Jean-Baptiste, hein, n'hésite pas. Ouais, si tu veux encore mettre un peu, n'hésite pas. Hein. Si Jean-Baptiste a de la ressource, après tout. Merci beaucoup, on se retrouve évidemment très bientôt pour un autre JTR version complète. Et à 20h, c'est le débat du JTR, restez bien avec nous. Excellente soirée. À bientôt. Ciao.